les moi mourir pour bon respect moi. Wap danser les m'nan courir pour il en malève moi. Pour qui ça ou pas apprécier talent pour moi. Pour aider moi avancer pas bon respect moi. Aïe wo, aïe wo. Aïe c'est respecter talent yo. Aïe wo. Pas vle moun san selem pa la. Pour des moyens à parler, c'est comme Master J Timano, aussi non Bob Marley. Ni m'pas vle moun qui compte ça m'vaut, qui pas j'en vle parler, même j'en connais moun tout ça yo gen. Sous moi tout y a parié, qui est moyen? Darwinis Daniel, yon se petit night ghetto, qui te compte jouer football, basket, l'école qui pas trop saut. Nèg le regarde, ha. Sous bon mami soso, qui décide propre ma cahier, sous beat pour laguer flow. Message moins laguer sous track yo, sans mentir fin chabe fan yo. Fait grand moun ti moun di nan rap photo c'est numéro 1. Haïtien dit dans le blanc, l'aime rap fait sacrifice content. Nan dormi m'fait moun pantan pour comprendre tek me porter sous ban. Depuis nan déplacer la papa kata di fuck yo veillé. M'a dit merci à nèg en l'air des que c'est li te créé. Li bon don ça, même là tout moun pas bon respect. Ou même qui fin tant de track ça fait vite courir bon respect. Wap danser les moi mourir pour bon respect moi. Wap danser les m'nan courir pour il en malève moi. Pour qui ça ou pas apprécier talent pour moi. Pour aider moi avancer pas bon respect moi. Aïe wo, aïe wo. Aïe c'est respecter talent yo. Aïe wo, respecter. Chaque monde gon bagay yo kon fait ou dwe ba yo respect. Jouer football, basketter, li met yon raqueter. Qui docteur, ingénieur, allez voir pour rappel. Bourretier, bayakou, li met machin pépé. Chaque monde utilise maillot, bon sens yo pour river. Qui volait, kidnappé, c'est fil tout li risqué. Boy ici là, j'en yo tout yo pas encadré. Yo fait le mal pour le cas bien, li fait l'autre mal. Nous pas comprendre ça m'di ya. Chaque monde gon raison pour ça. Si nous comprendre ça m'di ya. Galé du chef Bachita, bon respect m'kounye ya. Pas tant l'idée tant trop tard. Joël Moua oui. Pas du c'est parole tafia. Moi en 4-6 Jonas fait collabo pour nous propter cerveau yo. Jack Sagat 6 pour son chita, attendez le pas bon trop à yo. Pour respect nèg la dépenser pour femme yo relé le maroso. Garde un pays, yo pas bay valeur respect yo. Wap danser les moi mourir pour bon respect moi. Wap danser les m'nan courir pour il en malève moi. Pour qui ça ou pas apprécier talent pour moi. Pour aider moi avancer pas bon respect moi. Aïe wo, aïe wo. Aïe c'est respecter talent yo. Aïe wo, respecter. Hey hey. Aïe wo. Si les Jérémy qui manquait pour il globo. Qui vient Port-au-Prince pour montrer salvo qui j'en qui c'est beau. Aïe wo yo. Take it till you go. Whoa, oh, oh, yeah. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa. Ban respect nous tourner yo. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Ban respect nous faut travail pour ça, non. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Segment spécial. Segment spécial. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes et intervenants suivants à participer à la présente séance. Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Madame Catherine Russell, directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et Madame Rosie Auguste Bussena, responsable de programme Réseau national de défense des droits humains. Il en est ainsi décidé.
Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur le rapport du secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié sous la cote S 2024/742. Et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Maria Isabel Salvador. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, distinguished members of the Council, Excellencies, colleagues, ladies. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis mon dernier exposé devant le Conseil au mois de juillet, hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces 3 derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. À l'espoir a succédé une vive préoccupation. La situation sécuritaire reste extrêmement précaire, avec de nouveaux pics de violence aiguë. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade et concernent maintenant non seulement Port-au-Prince, mais des régions plus vastes, débordant l'appareil national de sécurité. La situation humanitaire est encore plus inquiétante aujourd'hui. Le 3 octobre, une attaque brutale, barbare, contre la petite ville de Port-Sondé, dans le département d'Artibonite, a fait 115 morts parmi les civils et des dizaines de blessés. Cette attaque a montré dans quel état d'insécurité les Haïtiens doivent vivre et entraîné une aggravation encore plus inquiétante de la crise humanitaire. Cet événement terrible qui a choqué tout le pays a poussé des milliers de personnes à fuir leur foyer, cherchant refuge ailleurs dans le pays. Et cela nous rappelle encore une fois à quel point l'insécurité continue de mettre sans dessus-dessous le quotidien des Haïtiens. Les attaques de gangs ont lieu aussi en mer. Des embarcations transportant des civils depuis la capitale vers d'autres zones d'Haïti ont été la cible d'attaques. Le personnel d'entreprises de transport international a été kidnappé, poussant certaines entreprises à suspendre leurs services vers Haïti. Au cours des 5 derniers jours, différentes zones de Port-au-Prince comme Solino, Nazon, Lower Delmas, Cité Militaire, Drouillard, Tabar, Croix-de-Bouquet, Cité Doudoune et Arcaé, dans le département de l'Ouest, ainsi que le département d'Artibonite, et plus précisément l'Ester, ont fait l'objet d'attaques répétées par différents groupes de gangs de l'Alliance Vivre Ensemble. De cette violence sur la population haïtienne. Des femmes, des hommes et surtout des enfants subissent de plein fouet les atrocités commises par les gangs qui se traduisent par des meurtres, des enlèvements et des violences sexuelles d'une brutalité inouïe dans les régions impactées. Les gangs utilisent systématiquement la violence sexuelle comme arme de terreur et de soumission, infligeant des souffrances indicibles aux femmes et aux filles, ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables. Le peuple haïtien continue de souffrir dans des conditions de vie terribles, avec un accès de plus en plus limité aux services essentiels, notamment dans les zones où des milliers de personnes ont été déplacées, fuyant cette terreur. Depuis le premier déploiement au mois de juin, les contingents kényans de la mission multinationale d'appui à la sécurité ont été rejoints par des forces venues des Bahamas, de Belize et de la Jamaïque. Environ 430 personnes sont maintenant déployées. Leur présence est une évolution dont nous nous félicitons, mais cela ne suffit pas, loin de là. Récemment, le président Ruto du Kenya a annoncé le déploiement ces prochaines semaines d'un contingent supplémentaire pour compléter les forces déjà déployées. Et naturellement, nous nous en félicitons. Malgré des promesses de dons, la mission multinationale d'appui à la sécurité reste gravement sous-financée, ce qui pourrait avoir des retombées négatives sur les déploiements et empêcher la mission de s'acquitter de ses tâches en appui à la police nationale haïtienne et aux forces armées d'Haïti. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les membres du Conseil d'avoir renouvelé au mois de juillet le mandat du BINU.
le mandat renouvelé nous donne le cadre dont nous avons besoin pour que le BINU puisse continuer son appui essentiel à Haïti au cours de cette période de transition. En réponse à la demande présentée par le Conseil, nous avons été à pied d'œuvre pour mettre sur pied une stratégie complète pour étayer le processus politique par et pour les Haïtiens. Cette stratégie tient compte du besoin d'un dialogue national inclusif renforcé, d'un appui consolidé aux réformes électorales et constitutionnelles et d'une sécurité améliorée grâce à une coopération renforcée avec la police et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et bien sûr, j'aimerais également saisir cette occasion qui m'est offerte pour votre appui aux résolutions présentées concernant Haïti, y compris celles qui portent sur le régime de sanctions et le mandat de la mission. Excellence. Au cours de la période à l'examen, les progrès limités réalisés par les autorités nationales pour mettre en place les modalités transitoires de gouvernance arrêtées ont été balayés par les divergences de plus en plus grandes entre les différents acteurs de l'exécutif. Le 7 octobre, M. Leslie Voltaire a pris la succession de M. Edgar Leblanc comme président du Conseil présidentiel de transition. L'ordre de la présidence tournante a été modifié en raison d'allégations de corruption concernant 3 membres du Conseil. Les tensions entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement sont accrues. Les frustrations de l'opinion publique concernant les dynamiques difficiles qui ont des conséquences sur le travail des autorités de transition sont aussi plus importantes qu'avant et la confiance s'amenuise vis-à-vis du processus politique. Le BINU travaille pour renforcer la collaboration au sein de l'exécutif. L'exécutif doit agir à l'unisson, avec plus de sens des responsabilités pour relever les défis pressants du pays. Sécuritaire, politique ou de la bonne gouvernance doivent impérativement s'accompagner d'une lutte résolue contre l'impunité et la corruption, ainsi que d'un renforcement de l'état de droit. Les renforcements des institutions judiciaires haïtiennes et leur capacité à travailler en toute indépendance afin que justice soit rendue demeurent fondamentaux pour rétablir et consolider la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et l'administration publique. Le Conseil présidentiel de transition a donné un mandat à une conférence nationale, un mécanisme pluripartite inclusif, lui demandant de proposer des recommandations sur les réformes constitutionnelles, le développement d'un nouveau contrat social et les nouvelles relations État-société, en ce compris des réformes au système judiciaire et l'organisation des institutions de l'État. Il est urgent d'autonomiser et d'appuyer le travail de cette conférence nationale, y compris pour éviter les délais dans la mise en œuvre de son mandat qui pourraient avoir des retombées négatives sur le calendrier électoral. La nomination de 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire qui ont pris leurs fonctions à présent représente un bon pas dans la bonne direction. Cela a eu lieu le 18 octobre. Cela étant dit, la pleine constitution de ce Conseil est une nécessité urgente. J'appelle les secteurs restants à présenter leurs candidats rapidement pour permettre à ce Conseil de travailler au complet. Une participation active à son travail de la part de tous les secteurs de la société est cruciale. Cela permettra de lancer pleinement les préparatifs en amont des élections, notamment concernant la feuille de route demandée par ce Conseil. Les secteurs femmes et défenseurs des droits humains ne peuvent être absents dans ce processus. Si des délais supplémentaires sont enregistrés, il y aura forcément des conséquences sur le calendrier électoral agréé. Excellence, la situation humanitaire reste extrêmement précaire. L'insécurité alimentaire concerne près de la moitié de la population et le contrôle par les gangs des principaux axes routiers a entraîné des perturbations importantes au niveau de la distribution des biens et services essentiels, d'où une flambée des prix. De nombreuses communautés sont au bord du gouffre en raison des pénuries de denrées alimentaires et des violences qui empêchent de cultiver des terres importantes. L'insécurité et l'instabilité économique conjuguées ont débouché sur des déplacements généralisés, j'en ai parlé. L'Organisation internationale des migrations a fait état d'une augmentation significative du nombre de personnes déplacées internes. En outre,
Seuls 20% des installations sanitaires à Port-au-Prince sont opérationnelles, 40% à l'échelle du pays. 45% de la population n'a pas accès à une eau propre. L'accès à l'éducation est entravé de façon significative. 1000 écoles ont fermé leurs portes en raison de l'insécurité. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, excellents chers collègues, les nouvelles modalités de gouvernance pour la transition, le déploiement attendu de la mission d'appui à la sécurité, la perspective de la tenue d'élections avant la fin de l'année 2025, nous faisaient entrevoir il y a quelques mois une lueur d'espoir, mais l'heure tourne. Pour veiller à ce que les élections aient lieu de façon inclusive, crédible, avec la pleine participation de la société, il est nécessaire de pouvoir compter sur un engagement robuste de la part de toutes les parties prenantes pertinentes à donner un nouveau souffle au consensus national et à accorder la priorité aux intérêts nationaux. Ce n'est qu'en faisant montre d'un dévouement inflexible pour servir la mise en œuvre de ces engagements arrêtés en mars 2024 que les élections pourront réellement contribuer à restaurer la gouvernance et la stabilité en Haïti. Il faut déployer davantage d'efforts pour étayer la reconstruction du sentiment de confiance nationale et garantir la légitimité du processus politique. Un appui à l'appareil sécuritaire haïtien et le financement à la hauteur de la mission d'appui à la sécurité sont des éléments fondamentaux du processus politique et appelons la communauté internationale à maintenir son soutien indéfectible au peuple haïtien dans sa quête de stabilité. Le BINU, en coopération avec ses partenaires, continuera à fournir le soutien stratégique nécessaire pour naviguer cette période critique. Les progrès sur les plans politiques, l'amélioration de la sécurité et les mesures ciblées contre tous les fauteurs de troubles qui continuent de menacer le cheminement d'Haïti vers la restauration des institutions démocratiques resteront essentiels à l'avenir. La résilience et la force du peuple haïtien sont extraordinaires et méritent notre soutien indéfectible sur tous les fronts. Nous devons rester déterminés à aider Haïti dans son chemin vers la sécurité, la stabilité et la prospérité. Je vous remercie. Je remercie Madame Salvador de son exposé et je donne maintenant la parole à Madame Catherine Russell. Excellences, chers collègues, bon après-midi à toutes et tous. Je me félicite d'être des vôtres pour cette discussion très importante sur la crise humanitaire qui empire à Haïti. J'aimerais remercier l'ambassadeur Pascal Berisville d'avoir permis l'organisation de cette séance d'information sous présidence suisse du Conseil de sécurité. Merci de m'avoir invité. Je m'exprime en tant que directrice exécutive de l'UNICEF et comme défenseuse principale pour Haïti. Depuis mon dernier exposé sur Haïti, la situation déjà catastrophique s'est détériorée encore davantage. Avec chaque jour qui passe, les Haïtiens continuent d'être victimes d'abus, de violations de leurs droits, de menaces qui planent sur leur vie parmi les pires au monde. Selon un rapport du mois dernier du HCDH, plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Les groupes cette partie de l'année. Près de la moitié de la population souffre d'une insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition. Plus de 700 000 personnes, y compris 3600 enfants, sont maintenant déplacés internes. Bon nombre de personnes ont cherché refuge chez des membres de leur famille. Des milliers vivent dans des camps surpeuplés et continuent d'être utilisés comme abris temporaires. Alors que commence une nouvelle année scolaire, les enfants déscolarisés courent un risque plus important d'être victimes de violences ou de recrutement. En outre, les violences et l'insécurité sapent les capacités des acteurs humanitaires à avoir accès aux populations dans le besoin. Nos équipes sont à pied d'œuvre et travaillent sans relâche pour parvenir aux personnes qui se trouvent dans les zones contrôlées par les groupes armés, avec certains succès. Mais l'accès reste limité et imprévisible. Par conséquent, bon, ils doivent se débrouiller tout seuls.
Malgré les violences et l'accès limité, les travailleurs et travailleuses humanitaires continuent de travailler pour apporter un secours aux populations dans le besoin. Jusqu'ici, l'ONU et ses partenaires ont prêté main forte à 1,2 million de personnes avec les ordres pour faire cesser les attaques visant les infrastructures civiles. Deuxièmement, il faut revoir à la hausse les financements humanitaires flexibles allant vers les acteurs humanitaires sur le terrain. Le plan de riposte humanitaire pour Haïti est financé à 42% uniquement pour l'année 2024. Ensuite, il faut investir davantage de façon complémentaire dans les services sociaux de base, développer l'assistance pour permettre la résilience et le relèvement du pays. Et enfin, ce que nous devons faire, c'est-à-dire travailler la main dans la main avec le peuple haïtien pour bâtir une société prospère et pacifique où les droits humains seront respectés et défendus. Je pense que nous pouvons le faire. L'heure est venue de le faire. Nous ne devons pas décevoir Haïti. Je donne maintenant la parole à Madame Rosie Auguste du Sénat. Madame la Présidente, Excellences, merci de me donner l'occasion de vous informer aujourd'hui sur la situation générale des droits humains en Haïti. Je suis Rosie Auguste du Sénat, avocate, militante des droits humains, responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains où je milite depuis 2002 et présidente du groupement Ensemble contre la corruption. Mesdames, Messieurs, le drame social, politique et économique que nous vivons en Haïti trouve sa justification dans l'impunité des crimes financiers et de droits communs. Pendant longtemps, nous avons cru que lutter pour le jugement et la condamnation des personnes impliquées dans la perpétration des actes attentatoires aux vies et aux biens des citoyens était suffisant. C'était sans mesurer à sa juste valeur le poids de l'impunité des crimes financiers. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. L'administration publique haïtienne est victime d'une vaste opération de pillage des ressources de l'État où fonctionnaires et cadres siphonnent les deniers publics et s'enrichissent illicitement. De plus, les armes, les munitions ainsi que les produits psychotropes sont vendus illégalement sur le territoire national. Et tout cet argent sale, généré par ces activités illégales, rentre facilement dans un système financier très peu contrôlé. C'est en raison de cette impunité des crimes financiers et de droits communs que des armes illégales circulent dans le pays, alimentant l'insécurité érigée en système. Que les bandits armés continuent de semer le deuil au sein de la population, tuant chaque jour, enlevant et séquestrant des personnes, orchestrant massacres et attaques armées, en sachant qu'ils ne seront jamais inquiétés par un appareil judiciaire très complaisant. Que les montants alloués aux services d'intelligence des différentes instances étatiques sont détournés. C'est encore en raison de cette impunité des crimes financiers et de droits communs qu'avec arrogance, les bandits continuent de mettre en place des postes de péage et exigent de la population haïtienne le paiement de droits de passage. Que des camps de fortune, créés par des citoyens fuyant les massacres et attaques armées des bandits, se multiplient de manière effrénée. Que les agressions sexuelles continuent d'être perpétrées dans un pays où les femmes et les filles sont constamment en danger, car les viols collectifs sont utilisés comme armes et le corps des femmes et des filles comme terrain de guerre. L'âge ne nous protège pas. Des fillettes de 3 ans, ainsi que des femmes du 3e âge, sont violées impunément. Notre lieu de résidence ne nous protège pas. Nous sommes pourchassés dans les camps de fortune ou jusque chez nous pour être violés collectivement. Et les survivantes, totalement détruites physiquement et psychologiquement, ne bénéficient d'aucune assistance des autorités étatiques. La justice haïtienne est tout aussi dysfonctionnelle que corrompue. Plusieurs parquets des tribunaux de première instance sont jonchés de commissaires du gouvernement et de substituts qui libèrent des membres de gangs armés contre pot de vin. Des juges peu courageux ne veulent pas décider sur les dossiers qui leur sont confiés pour instruction judiciaire. Des dossiers de corruption sont classés sans suite ou démantelés. Et dans certaines juridictions du pays, la justice se vend aux plus offrants et aux derniers adjudicataires. Haïti est en proie à une crise multidimensionnelle dont les conséquences sont énormes sur la jouissance des droits civils et politiques, mais aussi sur la jouissance des droits économiques et sociaux. Nous pataugeons dans une extrême pauvreté
et notre vie est rythmée par les gangs armés qui contrôlent à des fins économiques, financières, électoralistes et politiques nos quartiers, nos écoles, les centres hospitaliers, le commerce et la circulation. Si le régime des sanctions instauré par les Nations Unies constitue un outil de lutte contre l'impunité des crimes financiers et des violations des droits humains, pour une meilleure efficacité, aux côtés des chefs et membres de gangs armés sanctionnés, doivent aussi se trouver tous ceux qui les ont soutenus et les soutiennent encore. Aujourd'hui, la communauté internationale ne doit pas commettre encore une fois l'erreur de croire que l'organisation des élections, dans n'importe quelles conditions, aidera le pays à sortir du marasme. De même, la préoccupante situation sécuritaire ne se résoudra pas avec des forces multinationales ou même onusiennes qui ne tiennent compte de l'ampleur de la catastrophe. Les bandits sont des assassins lourdement armés et très bien organisés. C'est en raison de la gravité de la situation sociopolitique que la population haïtienne appauvrie s'était résignée à confier à un conseil de 9 membres, dont 2 observateurs, la tâche qu'aurait dû accomplir une seule personne. Ils nous coûtent tellement cher qu'à leur départ, ils laisseront le pays sur la paille alors qu'ils ne génèrent que très peu de résultats. Pourtant, le rétablissement de la sécurité, la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel supposent un engagement de bonne foi des autorités étatiques, mais aussi de la communauté internationale pour la résolution définitive de cette crise haïtienne qui n'en finit pas. C'est pourquoi nous vous proposons de rester à l'écoute de la population haïtienne, de sanctionner tous les responsables de cette situation en Haïti, d'appliquer les sanctions de toute leur rigueur, notamment l'embargo sur les armes et le gel des avoirs des personnes sanctionnées, et d'exiger des pays membres des Nations Unies le respect scrupuleux et intégral de ces sanctions, d'exiger de la force multinationale dont le mandat vient d'être renouvelé, de travailler aux côtés des forces de l'ordre pour le démantèlement effectif des gangs armés, de demander aux autorités haïtiennes de procéder au vetting des différents parquets du pays pour l'assainissement de la justice, de procéder aussi au vetting de l'institution policière, de la renforcer, en vue d'éviter que quelques années après le départ de cette mission, vous, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ne soyez obligés de voter pour l'envoi d'une énième force en Haïti. D'éviter les autorités haïtiennes à adopter des mesures adéquates visant à protéger les femmes et les filles contre les agressions sexuelles. De demander aux autorités haïtiennes d'assainir l'administration publique et les finances publiques. D'inviter enfin les autorités haïtiennes à s'engager à combattre effectivement la corruption et l'impunité érigée en système. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Madame du Sénat de son exposé. Segment spécial. Segment spécial. Di ou pas connaît, mauvaise gestion dans gouvernance pays a fait l'état manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple a pas fait aucun dirigeant lié aux confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer, ou doit camper dans bande, parler de garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société a, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays a. Et si c'est vin dire, nous ka changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays pour nous changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays à devant et puis commencer bon genre projet développement. Pour nous voir signal si là, journée 9 décembre 2024 là, et c'est invité ou porter coller dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en des voyous, dénoncer toute forme de corruption, gens yo capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays. Segment spécial. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Maria-Isabelle Salvador, merci de votre exposé. Le travail que fait le BINU sur le terrain est absolument essentiel pour soutenir Haïti dans son cheminement vers une transition démocratique. Permettez-moi également de remercier la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Russell, et Madame Rosie Auguste du Sénat,
du réseau de défense des droits humains national. Vos points de vue nous rappellent la dure réalité des défis immenses auxquels Haïti continue d'être confronté. Je voudrais, malgré cette tragédie, il y a quelques signes de progrès. Tout d'abord, autour de l'axe politique, nous avons pu voir le travail du Conseil présidentiel de transition, la désignation du Premier ministre en mai, d'un nouveau cabinet en juin. Les États-Unis se félicitent du fait que les autorités d'Haïti laissent de côté leurs différences pour travailler ensemble pour remettre le pays en bonne voie vers des élections justes et libres. Nous soutenons énergiquement les efforts du Premier ministre et de son cabinet pour mettre en œuvre les priorités nationales établies par le CPT, Conseil présidentiel de transition. Ce n'est pas le moment de se livrer à des combats politiques internes. Il est temps d'œuvrer au niveau national contre les gangs et les bandes armées. Ce processus politique progresse. En même temps, doivent progresser les efforts pour solidifier le socle sécuritaire. Nous devons consolider les gains qui ont été possibles dans le cadre du travail de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Suite au déploiement des premiers contingents de la mission MSS en juin, ce qui a été suivi par une nouvelle tranche en juillet, la prorogation à l'unanimité du mandat de cette mission envoie un message fort au peuple d'Haïti. Le monde se tient à vos côtés. Chers collègues, nous avons travaillé pour lancer et soutenir la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous devons également entendre les appels clairs du gouvernement d'Haïti pour stabiliser la situation sur long terme. Comme M. Leblanc l'a dit devant l'Assemblée générale, la transformation de la mission MSS en une opération de maintien de la paix de l'ONU permettrait un financement plus durable et permettrait d'étendre les capacités de la mission. Les États-Unis se tiennent prêts à travailler avec ce Conseil et ses membres pour entendre l'appel d'Haïti, pour y répondre et pour permettre une transition urgente de la mission MSS vers une opération de maintien de la paix de l'ONU. Ces dernières semaines, la MSS, avec la police nationale d'Haïti, a renforcé les opérations communes, les a multipliées pour lutter contre les gangs et pour envoyer un message fort. Le peuple haïtien, et non pas les gangs haïtiens, écriront l'avenir du pays. Nous nous tenons aux côtés du peuple d'Haïti, de la police nationale d'Haïti et des forces qui interviennent, y compris les forces du Belize, du Kenya, de la Jamaïque et d'autres qui aident à restaurer la sécurité. La mission MSS a contribué à protéger les résidents d'un certain nombre de zones, de repousser les gangs, de les empêcher de capturer des femmes. Des membres de gangs ont été éliminés. Grâce à cela, l'aéroport a pu rouvrir. Les vols commerciaux ont repris, permettant aux biens d'affluer dans le pays. Dans les zones de Port-au-Prince, nous avons pu voir la confiance des citoyens se renforcer. Il y a davantage d'activités économiques, davantage de marchés qui ont pu rouvrir. Davantage de personnes s'aventurent dehors. Mais en ce moment crucial, nous avons besoin de plus de fonds et nous avons besoin de plus d'équipements pour préserver et pour poursuivre le travail essentiel de la mission. Soyons très clairs également quant au point suivant. Les individus qui cherchent à déstabiliser Haïti à des fins d'intérêt personnel devraient être plus préoccupés pour Haïti et son peuple. Ceux qui sont responsables de tels actes devront répondre des comptes face aux autorités haïtiennes et internationales. Nous nous félicitons des efforts haïtiens pour répondre aux allégations de corruption et pour promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Tout cela est essentiel pour que ce gouvernement de transition préserve la confiance du peuple haïtien et la conserve. Le 27 septembre, Antoine Victor et Luxon Elon ont été désignés pour des inscriptions sur les listes de gel d'avoir et d'interdiction de voyage suite à une réunion du comité de sanctions sur Haïti. Ces inscriptions, basées sur le travail de rapport du groupe d'experts, doivent dissuader d'autres individus identifiés dans les rapports publics du groupe comme étant des personnes facilitant la violence des gangs. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui facilitent ces violences, le trafic de stupéfiants et pour ceux qui contribuent à l'instabilité. Haïti a avancé, mais il reste beaucoup à faire.
Nous sommes déterminés à poursuivre ce travail. Nous sommes déterminés à aider le peuple d'Haïti à écrire l'avenir qu'il mérite. Je vous remercie. La parole au représentant de la Chine. Oui. Madame la Présidente, je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, et la directrice exécutive, Madame Rossel, de leurs exposés. Je remercie également Madame du Sénat. Je me félicite de la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants d'Haïti et du Kenya à cette séance. Madame la Présidente, au cours des 3 mois écoulés, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 3 résolutions prorogeant les mandats du BINU, de la mission multinationale d'appui à la sécurité et du comité de sanctions sur Haïti pour 1 an à chaque fois, réaffirmant que la communauté internationale est profondément déterminée à rester unie pour aider Haïti à résoudre cette crise. Les efforts de la communauté internationale n'ont pas abouti à de résultats majeurs. Et la situation observée récemment en Haïti ne s'est guère améliorée. Les perspectives de sortir de cette crise immense ne sont guère réjouissantes. Bien souvent, nous répondons aux symptômes et non pas aux causes profondes de ces phénomènes. Pour sortir de la crise actuelle, il consiste à impliquer le peuple, les autorités et les factions haïtiennes. Il faut prendre des mesures fondamentales à l'avenir. Je voudrais souligner à cet égard 3 points. Il faut rester engagé à faire progresser le processus politique en établissant un gouvernant légitime et responsable dès que possible pour mettre en place un processus politique par et pour les Haïtiens. Cela est fondamental pour résoudre la crise en Haïti. L'exposé de Mme Salvador mentionnait que les progrès en matière de transition politique en Haïti étaient plus lents que ce qu'on aurait pu attendre et que les perspectives restent très incertaines. Si la situation ne change pas, il sera difficile pour la communauté internationale d'établir une véritable confiance en Haïti. La Chine appelle encore une fois toutes les parties haïtiennes, toutes les factions, à faire passer l'intérêt du pays et du peuple en premier, à faire montre d'unité, d'engagement, à renforcer les consultations politiques et à contribuer à un travail qui permettra d'établir un consensus pour un processus légitime, sous le signe de la confiance. Nous soulignons l'importance du BINU. Il s'agit d'aider les autorités à mettre en place une stratégie de transition politique. Nous nous félicitons des efforts de médiation actuels de la CARICOM et nous soutenons le BINU, la CARICOM et les pays de la région qui continuent à jouer un rôle actif à cet égard. Deuxièmement, il faut continuer à lutter contre la violence des gangs. La Chine est préoccupée par la diffusion des gangs en Haïti et la situation sécuritaire qui continue à échapper à tout contrôle, de plus en plus. Nous condamnons fermement le massacre de civils innocents par des gangs. Nous espérons que la mission MSS renforcera sa coordination avec la police d'Haïti et les forces militaires d'Haïti et jouera un rôle positif pour améliorer la situation sécuritaire sur le terrain. Nous espérons que les pays qui se sont engagés à mobiliser des contingents déploieront ces troupes dès que possible et cela s'applique également aux fonds qui ont été promis. L'objectif est de fournir un équipement, une aide financière dès que possible. Nous espérons que les acteurs travailleront ensemble pour faire en sorte que la mission MSS joue le rôle qui lui est imparti, comme convenu. Nous sommes convaincus que la discussion d'autres possibilités à l'heure actuelle ne fera que créer une interférence pour l'application du mandat de la mission. Entre-temps, le rôle des sanctions doit être utilisé plus avant, notamment pour faire en sorte que l'embargo sur les armes contre Haïti soit mis en œuvre. Il est absolument important de lutter contre la violence des gangs de cette manière. La résolution 2752, adoptée par le Conseil la semaine dernière, définit des nouvelles dispositions strictes sur l'embargo sur les armes pour appliqué à Haïti. Nous appelons chacun à mettre cela en œuvre en toute bonne foi pour éviter l'afflux d'armes vers Haïti depuis leur territoire ou par l'entremise de leurs citoyens. Nous appelons également les autorités haïtiennes à renforcer le contrôle des armes et munitions aux frontières et à soutenir le travail du groupe d'experts du comité de sanctions, l'ONUDC et les autres acteurs pour coopérer pour la mise en œuvre de ces sanctions. Troisièmement, il faut continuer à améliorer la situation humanitaire. Vu l'effet dévastateur de la crise politique et sécuritaire, la situation humanitaire en matière de développement en Haïti est devenue de plus en plus terrible. La moitié de la population connaît une situation d'insécurité alimentaire. 700 000 personnes sont déplacées. Les moyens de subsistance sont mis en péril. Les groupes vulnérables comme les femmes se retrouvent dans des situations difficiles. Les enfants
l'espoir de la nation, ont perdu leur foyer, leurs écoles, à cause de la violence des gangs. Et ils sont même forcés à prendre les armes et à rejoindre ces gangs. La Chine a une empathie profonde vis-à-vis du peuple haïtien et sa situation. Nous espérons que les autorités haïtiennes amélioreront les moyens de subsistance et protégeront mieux les civils, en particulier les groupes vulnérables. Nous soutenons les efforts des agences et départements de l'ONU pour continuer à renforcer l'aide humanitaire à Haïti et nous appelons les partenaires internationaux et régionaux à apporter davantage d'aide à Haïti pour lui permettre de surmonter ses difficultés. Madame la Présidente, la Chine se félicite d'eux et soutient les efforts et le rôle du BINU sous la houlette de Madame Salvador, la représentante spéciale du secrétaire général, pour aider Haïti à gérer cette crise. La Chine se tient prête à travailler avec la communauté internationale pour soutenir Haïti afin de lui permettre de continuer à renforcer ses propres mécanismes et à mettre en place un renforcement des capacités pour rassembler et créer les conditions nécessaires pour sortir de cette situation difficile aussitôt que possible pour parvenir à la paix, à la stabilité et au développement. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Chine. Je passe la parole au représentant de la Fédération de Russie. Madame la Présidente, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, et la directrice exécutive de l'UNICEF de leurs exposés concernant la situation en Haïti. Nous avons écouté attentivement également la représentante de la société civile, Madame du Sénat. Nous nous félicitons de la participation à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Alvarez et des représentants permanents d'Haïti et du Kenya. Madame la Présidente, il est entendu que personne au sein du Conseil n'avait d'illusion quant au fait qu'avec la mise en place d'institutions de transition et l'arrivée de contingents de la mission multinationale d'appui à la sécurité MSS en Haïti, la vie dans le pays allait s'arranger d'elle-même. Haïti continue à connaître une situation de crise profonde sur le plan humanitaire, socio-économique et politique. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement essayent de faire leur travail. Mais des conflits se développent, aussi bien entre ces organes qu'en leur sein. Ces conflits ont des conséquences immédiates pour le fonctionnement des autorités de l'État dans l'ensemble du pays. Nous appelons toutes les partis politiques haïtiennes à dépasser leurs désaccords et à travailler de manière indépendante, sans ingérence extérieure et avec responsabilité à construire l'avenir de leur pays. Nous prenons note du travail du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour soutenir le dialogue politique et pour développer, conformément à la résolution du Conseil de sécurité adoptée en juillet, d'une stratégie de soutien au processus politique intérieur haïtien, dans l'objectif de rétablir les institutions démocratiques pour organiser des élections générales. Nous comptons sur le fait que malgré les problèmes bien connus, les élections pourront se tenir dans les délais voulus, à savoir avant la fin de l'année 2025. Nous sommes convaincus que les Haïtiens pourront trouver des solutions à leurs problèmes si le pays ne fait plus l'objet de manipulations extérieures. Mais pour l'instant, nous observons aussi bien un recours à des sanctions unilatérales contre certaines personnes en Haïti pour nettoyer le paysage politique qu'une utilisation cynique de la question des migrants haïtiens dans la campagne électorale des États-Unis. Nous nous félicitons du fait que les autorités haïtiennes ne gardent pas le silence sur le rôle destructeur du colonialisme et des ingérences extérieures. Nous soutenons l'initiative énoncée devant l'Assemblée générale par les représentants de Port-au-Prince pour demander à Paris le versement d'une somme équivalente à celle que ce pays, qui venait d'être libéré, s'est honteusement vu contraint de payer à son ancienne métropole en guise d'indemnité pour son indépendance. Le soutien à ce type d'aspiration légitime fait partie des objectifs de la résolution sur l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations, adoptée la semaine dernière à l'initiative d'un groupe d'États, dont la Russie, en 4e commission de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, au cœur de la situation en Haïti qui nous préoccupe tous profondément, on trouve un vide sécuritaire absolu. Les contingents de la mission MSS ont incontestablement apporté une première contribution à la stabilisation de la situation dans certaines zones de la capitale, permettant à la police locale et aux forces militaires du pays, que l'on rétablit peu à peu, d'intensifier leurs opérations offensives contre les gangs. Mais la seule présence des formes multinationales sur le terrain est insuffisante pour infléchir la situation. Les faits, de simples faits, témoignent du fait qu'en Haïti se poursuivent des violences semblables à celles d'un conflit armé touchant tout l'État.
Les groupes criminels étendent leurs activités illégales de plus en plus loin, au-delà de la capitale, ce qui a déjà entraîné des règlements de comptes sanglants et des attaques contre des établissements humains au nord et au sud de Port-au-Prince, le blocage de routes principales, la diffusion de l'activité criminelle dans des régions voisines de la République dominicaine. Le pire incident à cet égard est devenu le massacre dans la ville de Pont-Sondé, dans le département de l'Artibonite, où le groupe Grand Griffe a causé la mort de plus de 100 personnes, y compris des enfants. Il est entendu que on ne peut pas réduire cela à une simple lutte du bien et du mal, en oubliant que presque la moitié des membres des gangs sont des mineurs. Beaucoup d'entre eux ont été recrutés de force et ils n'ont aucune autre possibilité de survivre et de se développer au sein de la société. Ils vivent ainsi de banditisme et de désespoir. Il faut tenir compte de cela en menant des opérations militaires contre les gangs et il faut en tenir compte également dans le cadre judiciaire. Madame la Présidente, les rapports de l'ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et du groupe d'experts du comité de sanctions donnent un aperçu assez précis de l'arsenal utilisé par les gangs, des sources et des voies d'approvisionnement. Toutes les armes de petit calibre sont aux normes de l'OTAN. Et la voie principale empruntée par cette contrebande correspond à des livraisons depuis la Floride. Livraisons qui se font au fond sans entrave, car la majeure partie des cargaisons n'est pas inspectée. Pendant ce temps, la partie américaine continue à ignorer les requêtes du groupe d'experts pour suivre les chaînes d'approvisionnement illégales. Ceux qui sont mêlés à ce trafic d'armes doivent en répondre, notamment dans le cadre du régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous prenons note des quelques succès en matière de confiscation de cargaisons d'armes par les autorités haïtiennes et également du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Néanmoins, ces efforts ne peuvent à eux seuls faire cesser l'afflux d'armes et de stupéfiants vers l'île. Si des mesures correspondantes ne sont pas prises par les pays fournisseurs de ces produits illégaux concernés. Nous appelons à ne pas oublier cette solution facilement accessible dans le cadre de la poursuite de la discussion sur la situation en Haïti au Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Russie. Maintenant, la parole au représentant de Haïti. Madame la Présidente, nous ne devons pas perdre de vue la dimension humanitaire de la crise actuelle en Haïti. Malgré des progrès sur les fronts politiques et sécuritaires, la situation humanitaire dans le pays reste désastreuse. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a augmenté de 22%, passant de 578 000 à plus de 700 000 entre juin et septembre. Les enfants représentant plus de la moitié de toutes les personnes déplacées. Le système de santé haïtien est menacé d'effondrement en raison, d'entre autres, de l'accès limité au carburant pour les infrastructures de santé, des attaques ciblées contre les hôpitaux et une pénurie de travailleurs de la santé due au taux d'attrition élevé. La situation a également affecté le système éducatif avec des fermetures et des opérations irrégulières dans les écoles, ce qui impacte grandement la capacité d'apprentissage des enfants. La sécurité alimentaire, la santé et l'accès à l'éducation demeurent des priorités cruciales pour le gouvernement. Près de la moitié de la population du pays est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Au 3 juillet 2024, le financement du plan d'intervention et des besoins humanitaires 2024 en Haïti représentait environ 24% des 673 millions de dollars nécessaires, nettement insuffisant pour faire face à la crise humanitaire que nous connaissons. Le secrétaire général note que la situation des enfants reste particulièrement préoccupante, car les enfants continuent d'être victimes de graves violations, notamment des meurtres, des violences sexuelles et des attaques contre les écoles, ainsi que la traite et le recrutement par les gangs. Compte tenu de la détérioration de la situation, Haïti a besoin d'un soutien renforcé, soutenu et coordonné. Haïti continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour répondre aux besoins des plus vulnérables et nous nous efforçons de renforcer la résilience de nos institutions pour faire face à ces défis de manière durable. Le rapport du secrétaire général observe que les violations des droits de l'homme persistent dans de grandes parties du pays, notamment des meurtres, des mutilations, des viols, des enlèvements et le saccage de biens privés et d'installations de services sociaux.
Alors que les meurtres et les enlèvements ont diminué dans le centre-ville de Port-au-Prince, le rapport note que la situation s'est considérablement détériorée dans d'autres zones voisines comme les communes de Gantier, Tabar, Pernier et de Gressy. Dans ces quartiers et dans d'autres quartiers contrôlés par des gangs, ces membres ont continué de faire preuve d'une brutalité extrême à l'encontre de leurs victimes, notamment en procédant à des exécutions publiques et en assassinant des familles entières pour collaboration présumée avec la police. Madame la Présidente, sur le plan politique, l'installation officielle du Conseil électoral provisoire le 18 octobre dernier constitue une étape cruciale pour le retour à l'ordre démocratique en Haïti. Bien que le CEP soit incomplet avec l'absence notable des représentants des secteurs des femmes et des droits humains, cet événement tant attendu représente un jalon important dans le processus de rétablissement des institutions démocratiques. Le gouvernement haïtien, par la voix du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre, a réaffirmé sa volonté d'organiser des élections inclusives et transparentes. Cette démarche, malgré les défis, est un signal fort de la volonté de nos autorités de restaurer la légitimité des institutions et de poser les bases d'un avenir plus stable pour le pays. Néanmoins, le rétablissement de la sécurité demeure la principale préoccupation pour nos dirigeants. Le rapport du secrétaire général sur le BINU appelle la communauté internationale à apporter d'urgence un soutien financier supplémentaire à la MSS afin d'assurer la poursuite de son déploiement et l'atteinte de ses objectifs. Le contexte actuel, marqué par l'insécurité croissante, nécessite des efforts redoublés pour garantir un environnement propice à la tenue des élections. Les forces de sécurité nationale continuent d'être mobilisées pour rétablir l'ordre et permettre à la population de participer en toute sécurité au processus électoral. Ce double effort, restaurer la sécurité et organiser des élections, est essentiel pour ramener Haïti sur le chemin de la démocratie et du développement durable. Les récentes initiatives visant à renforcer les forces de sécurité nationale ainsi que la coopération avec la mission multinationale de soutien de soutien à la sécurité MSS montrent notre détermination à restaurer l'autorité de l'État et à garantir la sécurité de nos citoyens. Cependant, nous sommes grandement préoccupés par la lenteur du déploiement de la MSS, causée tout particulièrement par les difficultés rencontrées pour trouver le financement nécessaire pour son fonctionnement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, vient d'adresser au secrétaire général des Nations Unies une lettre pour demander la transformation le plus tôt possible de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti en une mission de maintien de la paix. Nous comptons sur la compréhension et la bonne foi des membres du Conseil pour accorder un traitement favorable à cette requête. Madame la Présidente, je voudrais profiter de cette assise pour déplorer avec fermeté la situation alarmante des déportations massives de nos compatriotes par la République dominicaine. Si nous reconnaissons le droit inaliénable de tout État de gérer ses frontières et de mettre en œuvre ses politiques migratoires, ces actions doivent être conformes aux principes fondamentaux du droit international, en particulier ceux qui garantissent le respect de la dignité humaine et des droits des migrants. C'est pourquoi la République d'Haïti, en accord avec le droit international et l'article 2 de la Charte des Nations Unies, reconnaît pleinement le droit de la République dominicaine à exercer sa souveraineté sur son territoire, notamment en matière de gestion des flux migratoires. Cependant, cette souveraineté doit s'exercer dans le respect des normes internationales, en particulier celles relatives aux droits de l'homme. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Ces déportations vont également à l'encontre des accords bilatéraux signés entre Haïti et la République dominicaine, notamment le protocole d'accord de 1999 sur les mécanismes de rapatriement. Haïti dénonce fermement ces pratiques qui vont également à l'encontre du principe de bon voisinage. En tant que membre fondateur des Nations Unies, la République d'Haïti réitère son attachement au principe de résolution pacifique des différends, tel que prescrit par le droit international, et sollicite la solidarité internationale afin de mettre fin
à ces violations graves des droits humains qui alimentent les tensions et entravent les relations pacifiques entre les deux nations. C'est donc dans cette perspective qu'Haïti réaffirme sa volonté de travailler en coopération avec la République dominicaine afin de trouver un dénouement heureux à cette situation alarmante, mais insiste sur la nécessité de garantir un traitement humain digne et respectueux des droits des migrants. Nous appelons la communauté internationale à observer cette situation de près et à encourager une approche juste et solidaire dans le traitement de cette crise migratoire. Il est important de rappeler que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, a la responsabilité de prévenir les crises humanitaires et d'assurer le respect du droit international humanitaire. L'absence de respect des standards internationaux dans cette déportation aggrave une situation déjà critique pour Haïti, un pays qui, comme vous le savez, fait face à des défis monumentaux en matière de sécurité, de gouvernance et de développement socio-économique. Cette vague soudaine de personnes renvoyées de manière brutale dans un contexte déjà extrêmement fragile met à rude épreuve notre capacité à répondre aux besoins humanitaires urgents. Cette situation ne fera qu'aggraver la crise humanitaire que nous connaissons actuellement. Madame la Présidente, aujourd'hui, j'ai voulu souligner l'extrême urgence de la situation dans notre pays, confronté à des défis multiples qui mettent en péril non seulement la sécurité nationale, mais aussi qui constituent une menace à la paix et à la sécurité de la région. Haïti continue à se trouver à un carrefour critique et nous sommes conscients que les autorités et le peuple haïtien sont les véritables protagonistes de leur avenir. La responsabilité leur incombe au premier chef. Néanmoins, il est du devoir collectif